c'est avec un sentiment, je dirais, d'attention moi-même à ce sujet que je vais aborder un focus que je vous propose sur les besoins psychologiques fondamentaux des enfants, qui, au gré de mon itinéraire à la fois universitaire et à l'inspection générale, m'amène à considérer que nous avons là un véritable objet d'attention, de considération, qui doit être développé dans nos interventions, que nous soyons enseignants, formateurs, mais aussi cadres de l'éducation ou personnel engagé dans le champ plus large de l'éducation populaire. Alors les liens entre le bien-être de l'élève et la satisfaction des besoins fondamentaux, il est relativement établi depuis un certain nombre d'années. La recherche est relativement récente. Agnès Florin, lorsque nous en parlons régulièrement, me dit qu'il est quand même regrettable que nous ayons attendu tant d'années pour prendre en considération les travaux sur le bien-être des jeunes. L'une de ses étudiantes, Tiffaine Gaudinville, souligne que les performances scolaires sont liées positivement à différentes variables, différentes composantes, notamment les relations entre les élèves, les relations avec les enseignants, comme Agnès Florin l'a souligné tout à l'heure, mais aussi, bien sûr, les relations familiales et la satisfaction envers les activités qu'on leur propose, les conditions qu'on leur donne à l'école, et plus particulièrement sur un objet qui est souvent source de peur, les évaluations. Alors parmi tous les travaux qui mettent en évidence les conditions qui favorisent le bien-être des élèves, on voit bien qu'il y a globalement une corrélation assez forte entre la réussite des élèves, le bien-être et les besoins psychiques fondamentaux, la satisfaction de ces besoins psychiques, mais pas uniquement les besoins psychiques, il y a aussi les besoins physiologiques. Le rapport de mon collègue Jean-Paul Delahaye sur la grande pauvreté montre que bien des élèves arrivent le matin en ayant l'estomac vide ou n'ayant pas suffisamment dormi en raison notamment de leur rapport aux écrans, qui souligne l'importance de ces besoins physiologiques. Alors cette notion de besoin, lorsqu'on reprend ne serait-ce que la définition du Larousse, on le voit qu'elle résonne notamment avec le sentiment de manque ou de privation, et c'est bien souvent à travers la privation et le manque qu'on met à jour les besoins dans un dialogue avec les jeunes, parce que ces besoins, s'ils relèvent d'un sentiment, ils sont aussi parfois inconscients, subconscients, pas conscientisés chez les jeunes. Or, les besoins d'un individu dépendent de sa dépendance à l'égard de son environnement, de son milieu, et cela met à jour cette dépendance une notion extrêmement importante en éducation, qui est la vulnérabilité. Alors vous me direz, tout adolescent, tout jeune, même tout enfant est vulnérable par définition, mais nous avons parmi nos élèves, dans les établissements, les étudiants dans les universités, des élèves qui traversent des épisodes qui les rendent beaucoup plus vulnérables, et des élèves qui sont en proie à des vulnérabilités profondes. On peut ajouter que toute société qui se complexifie accroît la vulnérabilité de ses acteurs et de ses citoyens, et que dans toute société qui se complexifie, nous avons besoin de développer la résilience des citoyens. Alors ces besoins de l'être humain sont corrélés notamment à son âge et donc à son état de développement, et il est clair que la vulnérabilité, les besoins psychiques d'un jeune de 5-6 ans ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux d'un adolescent. Pour autant, il y a de nombreux points communs. Alors, dans la loi, ce respect des besoins psychiques s'impose de plus en plus, et si l'on prend la loi de 14-2016 relative à la protection de l'enfant, on voit qu'à 8 reprises, la notion de besoin apparaît. Donc il y a dans la conscience commune, partagée, la conscience des acteurs, des décideurs, je dirais une évolution quant à la prise en compte de ces besoins. Pour autant, le périmètre de ces besoins, la nature exacte, la précision de ce périmètre fait dissensus. Il n'y a pas encore de consensus sur ce sujet-là, et je doute qu'il y en ait un jour, ne serait-ce que parce qu'il s'agit d'un objet qui est difficile à cerner. Il faut procéder par observation, par questionnement, pour essayer de parvenir à trouver les vocables qui vont correspondre à ces besoins.
Parmi donc les différentes nomenclatures, il y a, et quand on lit la littérature sur le sujet, il y a globalement 4 grandes nomenclatures qui reviennent régulièrement, qui sont citées régulièrement. On a tous vu, entendu parler de la hiérarchie des besoins formalisée par Abraham Maslow dans les années 40, dans un contexte notamment de développement de la productivité dans les entreprises. Et pourquoi cette pyramide a eu cette hiérarchie, qui était présentée comme une hiérarchie, a eu autant de succès? Sans doute par son caractère hiérarchique, par sa lisibilité, mais elle a été critiquée parce que dès lors qu'on hiérarchise, bien nécessairement, cela fait l'objet de critiques, et c'est bien légitime, et de nombreux chercheurs ont publié à ce sujet. Pour autant, elle parle encore à de nombreux acteurs, que ce soit dans les entreprises et dans le monde de l'éducation, et elle nous montre notamment, et c'est tout son intérêt, tout d'abord que sa lecture est encore d'une grande actualité. Lorsqu'on la lit, on voit bien que ces besoins physiologiques, ils sont là, ils sont particulièrement saisissants lorsqu'on observe les jeunes actuellement dans les établissements scolaires, notamment concernant la qualité de l'alimentation, les questions de sexualité, les questions de sommeil. Et puis tout à l'heure, on évoquait la question des rythmes, c'est en lien étroit, bien sûr, avec cette prise en compte de ces besoins physiologiques. Aussi dans cette hiérarchie, le besoin de sécurité, qui considéré par Abraham Maslow comme le besoin psychique fondamental, est encore aujourd'hui, par de nombreux psychologues, considéré comme le besoin central. Le besoin de sécurité devant être pris et considéré ici dans son acception la plus large, c'est-à-dire se sentir sécure dans la relation aux adultes, mais aussi plus largement dans le contexte qu'on propose à l'enfant, que ce soit un contexte éducatif, un contexte scolaire. Deuxième modèle, c'est la théorie de l'autodétermination. Vous savez que sur les questions de motivation, il y a plus de 150 modèles qui ont été produits par la recherche en matière de modélisation de la motivation. Mais le modèle de Deci et Ryan, au début des années 80, a formalisé 3 grands besoins psychologiques fondamentaux. Le besoin d'autonomie qui correspond à la grande finalité de l'éducation, et le besoin de compétence et le besoin d'être en relation avec autrui. Ce qui est intéressant ici, c'est de mettre en relation ces différents besoins, de les élargir. Si on prend par exemple le besoin d'être en relation avec autrui, c'est un besoin globalement d'affiliation, de développer des liens, de se sentir sécure, d'être dans des relations favorables avec autrui. Le besoin de compétence, ici, relié au besoin de se sentir capable, un besoin qui est à relier aussi avec le besoin de sens, de motivation, le besoin de compréhension. Quant au besoin d'autonomie, il est à relier, de mon point de vue, au besoin de réalisation de soi, au besoin d'expression. Donc, c'est aussi peut-être là les limites de ce modèle, c'est-à-dire qu'en réduisant à 3 grands besoins, dans l'opérationnalité de ce modèle, on rencontre vite des limites. 2 médecins, Brazelton et Grispan, en 2003, ont formalisé 7 besoins qu'ils considèrent comme incontournables. Il s'agit ici du regard de cliniciens qui, avec l'expérience qui est la leur de nombreux entretiens avec des jeunes, ont formalisé des besoins qui nous parlent beaucoup, puisqu'ils s'expriment dans des termes qui permettent de très bien visualiser de quoi il s'agit. À part peut-être le dernier, le besoin de protection de notre avenir, qui est là peut-être un peu plus flou. Mais pour autant, ici, on voit notamment la question des relations chaleureuses et stables, qui est posée d'emblée d'ailleurs dans la présentation de la littérature comme le premier de ces besoins, et qui nous montre l'importance de la dimension affective de la relation des jeunes avec les êtres qui les entourent, notamment les adultes. Jean-Pierre Pourtois et Huguette Desmet ont produit un autre modèle, qui est le paradigme des 12 besoins, qui présente notamment l'intérêt d'avoir 4 grandes catégories, les besoins affectifs, les besoins cognitifs, sociaux et les besoins de valeur. On retrouve dans ces besoins des besoins qui nous parlent en tant qu'éducateurs, notamment le besoin de renforcement, au besoin de renforcement qui met en valeur l'importance des feedbacks,
Les méta-analyses de John Hattie à l'Université de Melbourne ont montré, à travers les 800 analyses qu'il a opérées, les 800 méta-analyses, que ce besoin de renforcement est le besoin premier, le besoin de feedback positif, et correspond sans doute au levier le plus opérationnel que les adultes peuvent utiliser pour renforcer l'estime de soi et le bien-être d'un jeune. Alors, si on met en perspective ces 4 nomenclatures et que l'on regarde les points communs, on constate que, ici par couleur, il y a des éléments partagés que l'on pourrait rassembler et que dans une de mes publications, j'ai appelé pôles de besoins. Pôles de besoins psychiques fondamentaux, physiologiques pour le modèle de Maslow pour le premier besoin, mais globalement des besoins psychiques qui peuvent se regrouper. Donc on voit bien qu'il y a, lorsqu'on parle de besoins, à travers ce tableau, une problématique d'étiquetage pour pouvoir parler ces besoins, pour faire en sorte qu'ils soient significatifs pour tout le monde. Et c'est là une difficulté qui a sans doute nui à la diffusion de ces modèles, de ces nomenclatures, qui parlent à certains acteurs et moins à d'autres. Je me rends compte, dans toutes les interventions que je suis amené à faire au niveau national, qu'il y a véritablement une conscience très vive de la part des enseignants et des cadres de l'importance de ces besoins psychiques, et notamment de besoins tels que le besoin de sécurité, le besoin d'estime de soi, qui est sans doute, sur le plan de la psychologie contemporaine, l'un des besoins centraux, puisqu'il renvoie à cette composante sans laquelle un jeune ne peut se réaliser, et qui résonne notamment avec l'une des composantes de l'estime de soi, qui est la confiance en soi. Alors, dans la littérature, on voit notamment apparaître chez plusieurs auteurs, notamment chez La Charité, l'évocation sous forme d'hypothèse, d'un méta-besoin. D'un méta-besoin qui pourrait correspondre, selon les auteurs, ici Brazelton, Grispan notamment, au besoin d'établir des relations affectives stables avec des personnes ayant la capacité et étant disposées à porter attention et à se soucier de l'ensemble des besoins. Donc ce méta-besoin serait un besoin qui engloberait l'ensemble des besoins, qui serait un besoin souvent non verbalisé, inconscient, mais qui, lorsque l'on amène les élèves à réfléchir sur ce sujet-là, les conduit à évoquer ce besoin d'une attention globale à leurs propres besoins. Et d'ailleurs, ce besoin s'exprime notamment lorsque les élèves évoquent le sentiment de ne pas être respectés. Ils font référence et ils convoquent ici le besoin d'être globalement respectés à l'endroit de tous les autres besoins qui composent leur profil psychologique. Et donc, ce qui me semble ici intéressant, c'est le message qui est livré de la part des jeunes lorsqu'on les engage sur ce terrain-là, qui est celui de dire aux adultes « faites attention à ce qui est important pour nous ». Alors, ce qui est important pour nous, ce sont nos valeurs, mais c'est aussi nos droits et nos besoins fondamentaux. Dans les tentatives de représentation que j'ai pu faire depuis pas loin de 20 ans maintenant sur cette question des besoins psychiques fondamentaux, je me suis aussi inspiré du travail mené au départ par Maslow, tenté de hiérarchiser, parce que je me suis rendu compte que les étudiants en avaient besoin eux-mêmes, notamment de positionner le besoin de sécurité comme un besoin essentiel, puis d'ajouter d'autres besoins. Alors ce besoin d'appartenance que d'ailleurs Maslow avait identifié, qu'Agnès Florin a évoqué à plusieurs reprises, souligne notamment les difficultés que nous avons en France. Dans l'un des tableaux mentionnés dans le rapport de 2018 de PISA à partir des données 2012, il apparaît que sur l'item « Vous sentez-vous chez vous dans votre établissement ?» sur 70 pays, nous sommes au dernier rang. Donc cela laisse présager encore de longues réflexions pour parvenir à faire en sorte que ce niveau de satisfaction dans le besoin d'appartenance puisse progresser. Puisqu'il y a là, on le sait, pour notamment des élèves qui sont issus de l'immigration et qui
sont fragiles et vulnérables sur cette question de l'appartenance et de la construction identitaire, un besoin qui mérite une attention toute particulière, mais pas uniquement pour ces élèves. Il s'agit aussi des élèves en situation de handicap, des élèves qui se sentent un petit peu différents des autres. Cela résonne bien sûr avec la loi et la lutte contre les discriminations. Alors ici, vous voyez, j'ai mis en gras le besoin de justice, parce que ce besoin de justice, quand on échange avec les adolescents, on se rend compte que c'est le besoin à fleur de peau des adolescents. Et ce besoin de justice, il renvoie très souvent au besoin de respect, lequel besoin de respect est un besoin protéiforme, pour reprendre l'adjectif d'Éric Dugas en introduction de cette matinée. Nous avons ici un besoin, celui d'être respecté, qui renvoie à des composantes de l'identité qui sont particulièrement importantes pour l'équilibre psychique du jeune, ne serait-ce que lorsqu'on parle du besoin d'être respecté dans son histoire personnelle, sa sécurité, ses droits. Ce sont des univers en soi qui, pour l'élève, résonnent avec une histoire personnelle, singulière, qui mérite très souvent d'être parlé pour pouvoir être mieux entendu et mieux respecté. Les travaux européens sur la notion de justice et le besoin de justice font apparaître depuis déjà de nombreuses années, là ici nous sommes en 2006, un taux stabilisé à 30% d'élèves satisfaits, insatisfaits concernant la justice et environ 64-70% satisfaits. En effet, le sentiment d'injustice, les travaux de François Dubet et de Daniel Martuccelli montrent qu'en France, nous avons 30% d'élèves pétris par le sentiment d'injustice à l'école, et les principales difficultés sont souvent génératrices de ce sentiment d'injustice sont la capacité à noter de manière juste de la part des enseignants, et celle à ne pas traiter les élèves différemment selon leurs caractéristiques externes. Très intéressant cette remarque de François Dubet notamment, mais aussi de Denis Méret et Marie Durubella, selon laquelle, lorsqu'on met en place des débats à minimum 1 à 2 fois par an dans une classe, on arrive à temporiser et apaiser ce sentiment d'injustice dans les classes. Comme quoi, il y a souvent une soupape à lever par le dialogue, par le débat, par les interactions entre adultes et élèves, notamment. Pour terminer sur cette représentation des besoins psychiques fondamentaux, le besoin d'aide et de temps, comme le disait Agnès Florin, si à l'école on n'a pas la possibilité d'être aidé en tant qu'élève dans nos erreurs, à quoi sert l'école? N'est-ce pas là le rôle fondamental? Quant au besoin d'estime de soi, il faut reprendre les travaux qui ont fait connaître Christophe André et François Lelorde pour constater que dans les 3 composantes psychiques de l'estime de soi, l'image de soi et la confiance en soi sont les 2 composantes sur lesquelles, à l'école, on peut directement agir sans trop de difficultés, si notamment on travaille sur les valorisations directes et indirectes, si notamment, comme le propose Carol Dweck dans ses travaux sur le mindset, c'est-à-dire sur l'état d'esprit, on aide les élèves à modifier leur état d'esprit, parce que sans développer sur ce sujet, bien des élèves ont un état d'esprit beaucoup trop fixe et pas suffisamment en développement, et se sentent figés dans une représentation d'eux-mêmes trop enfermante. Quant à la confiance en soi, il s'agit très souvent de proposer aux élèves de faire l'expérience de la difficulté surmontée pour leur permettre de renforcer la confiance en soi. La confiance en soi renvoie plus au faire, l'image de soi, à la représentation de soi. Quant à l'amour de soi, c'est certes la problématique plutôt de la famille, des relations sociales avec les pairs, mais les enseignants ont aussi leur rôle à jouer, puisque aider un élève à se connaître, à s'accepter, c'est d'une certaine façon l'aider à s'apprécier et à s'aimer. Alors, toujours sur l'estime de soi, on voit bien que l'objet est complexe, puisque, je regarde l'heure, j'ai encore un petit peu de temps, l'estime de soi en tant que besoin est un besoin qui est renforcé par la satisfaction des autres besoins. C'est là que c'est un peu complexe, effectivement. On se rend compte qu'un élève qui se sent appartenir au groupe va plus s'estimer, qu'un élève qui a la possibilité de disposer de moments pour s'exprimer, un élève qui est dans une classe où on lui donne les moyens de se réaliser, un élève qui est capable
de construire de la confiance, et surtout un adulte qui est capable de créer les conditions de la confiance, tout ceci résonne avec le besoin d'estime de soi. Donc il y a des interactions entre les composantes de l'estime de soi, tout comme il y a des interactions entre la satisfaction des besoins psychiques de l'enfant. D'où la nécessité pour nous, éducateurs ou en tant que médecins, d'appréhender le jeune, non pas dans la volonté d'être exhaustif dans le rapport à ses besoins, mais de se dire qu'en satisfaisant quelques besoins, cela vient nourrir les autres. Et heureusement, la sauvegarde psychologique de l'être humain est telle que, bien souvent, il suffit de quelques besoins satisfaits et particulièrement forts pour renforcer l'estime de soi et nourrir les autres besoins. Il faut être prudent pour autant dans cette analyse et dans cette hypothèse, puisque parfois un très fort sentiment d'injustice, donc ici sur un seul besoin, peut déstabiliser la psyché d'un jeune. Alors en face de chaque besoin, on peut positionner autant de leviers. Ici, je vous en livre quelques-uns. Éric Prérat, philosophe de l'éducation, nous réhabilite le tact dans un de ses ouvrages parus en fin 2017 et nous montre que cette qualité, cette vertu dont on parle plus beaucoup en éducation et qui pourtant est fondamentale, permet à des jeunes de se sentir plus à l'aise dans la relation, mieux compris. Alors, être éducateur, au sens large du terme, c'est, si l'on veut pouvoir répondre aux besoins des élèves, notamment les plus vulnérables, c'est être en mesure et se rendre capable de développer un regard clinique, c'est-à-dire un regard qui prend en considération les besoins non satisfaits de ces élèves les plus vulnérables, de ces jeunes les plus vulnérables. Et ici, vous voyez que parmi ces quatre élèves, vous avez celui en haut à droite, qui a surtout un besoin de réalisation de soi, un besoin de sens et de motivation, tandis que son camarade ou sa camarade, en bas à droite, a essentiellement un besoin de justice, très fort. Donc il y a bien dans le profil de chaque jeune des besoins liés à son histoire, mais aussi à sa personnalité, à de nombreuses variables qui sont indifféremment insatisfaits ou satisfaits. Travailler sur la résilience des jeunes, agir en tant qu'adulte en tuteur de résilience, comme le dit Boris Cyrulnik, c'est agir volontairement ou involontairement sur ses besoins, et notamment ses besoins les plus fragiles. Alors pour terminer, parce que j'essaye de rester dans le temps qui m'est donné, je voudrais faire un focus sur cette vertu, cette posture dont on parle beaucoup ces dernières années, notamment depuis l'injonction de Vincent Payon concernant tous les acteurs de l'éducation, mais qui a été reprise par l'ensemble des ministres et par notre ministre actuel, Jean-Michel Blanquer, concernant l'école de la confiance. Il s'agit de la bienveillance. La bienveillance, c'est un terme qui est l'objet de clivages. Si majoritairement les éducateurs sont enclins à développer une posture de bienveillance et à la défendre, il y a quand même quelques opposants. Et pour comprendre de quelle attitude il s'agit, il est intéressant de mettre en perspective les deux grandes orientations de la bienveillance passive et la bienveillance active. Bienveillance passive, c'est un peu cette posture minimale selon laquelle on essaye de ne pas nuire à autrui, de ne pas le décourager, de ne pas blesser l'estime de soi de l'élève. Donc vous voyez déjà au cœur de cette dimension l'estime de soi posée ici comme un besoin central. Et puis dans sa dimension active, et c'est celle-ci qu'il faut faire connaître, qu'il faut soutenir et défendre, la bienveillance correspond à une posture d'engagement, à une qualité en acte. La bienveillance active est une bienveillance qui se manifeste sous différents signes, à travers différentes attitudes, différentes formes d'engagement. Tout d'abord, la présence dans la relation, la proximité dans la capacité à aider de manière différenciée notamment, la capacité à permettre à l'élève de s'auto-évaluer, et puis dans tous ces moments métacognitifs qui permettent à l'élève, à un jeune, de prendre recul sur
l'activité cognitive qui est la sienne, sur les sentiments avec lesquels il appréhende une situation cognitive. C'est aussi développer une empathie émotionnelle et cognitive à l'égard de ses besoins. C'est enfin montrer d'une manière ou d'une autre des signes d'intérêt. Michel Janos parle de relations significatives. Un jeune va se sentir nourri dans une relation lorsque cette relation est véritablement significative, c'est-à-dire lorsque l'adulte accorde d'une manière ou d'une autre de l'intérêt à l'égard de sa vie personnelle. Alors vous voyez que dans cette exigence qu'est la bienveillance active, les besoins psychologiques fondamentaux sont au cœur de cette posture. Et que la bienveillance active est d'une certaine façon une exigence vis-à-vis de l'élève, mais surtout une exigence vis-à-vis de soi-même. Et que soutenir la bienveillance active en éducation, c'est soutenir une posture vertueuse et d'une certaine façon une éthique vertuiste. Voilà, je vous ai donné quelques références bibliographiques pour éventuellement développer certains points qui vous intéresseraient. Merci de votre attention. Merci.